Je me présente, je suis Mouné Khazri, résidente en 3e année microbiologie. Je suis ravie et honorée d'être parmi vous afin de vous présenter le cours portant sur la lecture interprétative de l'antibiogramme de Pseudomonas aeruginosa. J'espère que je vais vous aider à y voir un tout petit peu plus clair. J'ai élaboré ce cours sous la supervision de Dr Lamia Kanzari, que je remercie énormément. Ce sera un cours interactif. On va essayer de répondre ensemble à une quinzaine de QCM. Comme on vous a déjà précisé, je n'ai pas utilisé Poll Everywhere, donc vous êtes invités à saisir vos réponses au niveau de la bulle de discussion. Et bien sûr, si vous avez des questions directes à nous poser, n'hésitez pas à activer vos micros. Si vous êtes prêts, on va commencer. Donc, on va passer en revue rapidement les caractères épidémiologiques et bactériologiques de Pew. Puis, on va rappeler les résistances naturelles aux antibiotiques chez Pseudomonas aeruginosa et les principales molécules concernées. Puis, on va s'étendre sur les résistances acquises aux différentes classes d'antibiotiques. Pseudomonas aeruginosa, aussi connue sous le nom de bacille pyocéanique, est une bactérie ubiquitaire de l'environnement. C'est un pathogène opportuniste par excellence. Il va être à l'origine d'infections graves, principalement dans un contexte nosocomial. Principalement dans un contexte nosocomial, mais aussi dans un contexte communautaire chez des patients immunodéprimés. Ce germe est connu pour sa résistance naturelle à de nombreux antibiotiques, tels que les aminopénicillines et les céphalosporines, à laquelle viennent s'ajouter des résistances acquises, en particulier à la Cefta et à l'imipenem. Et c'est avec l'épidémiologie qu'on va commencer notre premier QCM. Parmi les caractères épidémiologiques suivants, concernant Pseudomonas aeruginosa, lequel est faux? Pseudomonas aeruginosa est un pathogène strict, a un réservoir hydrotellurique, est responsable d'infections nosocomiales, peut être responsable d'infections bronchiques au cours de la mucoviscidose, est un agent de surinfection chez les grands brûlés. Vous pouvez commencer à répondre. Donc, la réponse fausse est la réponse A. Pseudomonas aeruginosa n'est pas un pathogène strict, c'est même l'exemple type des bactéries nosocomiales opportunistes qu'on va isoler sur des terrains fragilisés immunodéprimés. Il a bien un réservoir hydrotellurique, c'est-à-dire vivant dans le sol et les environnements aqueux, mais aussi dans l'environnement hospitalier où on va le retrouver à la surface du matériel médical et même dans certaines solutions antiseptiques. En Tunisie, Pseudomonas aeruginosa occupe la première place des agents responsables d'infections nosocomiales, devant Klebsiella pneumoniae et Acinetobacter baumannii. Ceci en induisant des infections respiratoires, notamment chez les individus souffrant de mucoviscidose, des surinfections cutanées chez les grands brûlés, des infections urinaires particulièrement chez les malades porteurs de sang d'Ademeur, des otites et même des abcès cornéens. On va enchaîner par les caractères bactériologiques. Parmi les caractères microscopiques suivants, quels sont ceux qui s'appliquent à Pseudomonas aeruginosa? Pseudomonas aeruginosa est un bacille immobile, est un bacille gram positif, peut être entouré d'une pseudocapsule, est muni d'un flagelle unique polaire, appartient à la famille des Enterobacteriaceae. Les réponses justes sont C et D. Pseudomonas aeruginosa est un BGN appartenant à la famille des Pseudomonaceae. Il est très mobile grâce à son flagelle polaire et certaines souches peuvent apparaître entourées d'une pseudocapsule ou slime. Passons aux caractères culturaux. Parmi les caractères culturaux suivants, quels sont ceux qui s'appliquent à Pseudomonas aeruginosa? Pseudomonas aeruginosa a une odeur caractéristique de poisson pourri et une bactérie aéro-anaérobie facultative peut élaborer des pigments, ne se développe que sur des milieux enrichis, peut former des colonies muqueuses.
Très bien, comme la majorité des réponses que je viens d'apercevoir, les bonnes réponses sont bien C et E. Pseudomonas aeruginosa est une bactérie aérobie stricte qui se cultive facilement sur milieu ordinaire. Désolée. Sur milieu ordinaire. Pour ceux qui ont déjà senti l'odeur du pio, elle est assez agréable, dite de jasmin des poètes. En fonction de la composition des milieux et du type d'infection, les colonies peuvent se présenter sous 3 différents morphotypes. Les colonies larges de 2 à 3 mm ruqueuses avec une partie centrale bombée. Les colonies muqueuses formées essentiellement par les souches isolées chez des patients souffrant de mucoviscidose ou de BPCO. Et les small colony variants isolées chez les patients souffrant d'infections chroniques, pulmonaires ou ostéo-articulaires. Pseudomonas aeruginosa est également caractérisé par sa capacité à élaborer un certain nombre de pigments, dont essentiellement la piocyanine, révélée par le milieu King A, qui est spécifique de l'espèce aeruginosa, d'où son appellation de bacille piocyanique. La pioverdine, révélée par le milieu King B, qui est cette fois-ci commune aux pseudomonas difluorescents, dont aeruginosa fait partie. Et certaines souches élaborent la piorubine et la piomyélanine qui sont de couleur rouge et noire. Et enfin, à noter que 5 à 10% des souches sont tout simplement apigmentées. On arrive au dernier QCM de cette section. Parmi les caractères biochimiques suivants, quels sont ceux qui s'appliquent à Pseudomonas aeruginosa? Pseudomonas aeruginosa est oxydase positive, catalase négative, fermente le glucose et nitrate réductase positive, gélatinase positif. À vous de jouer. Les réponses justes sont A, D et E. Ce qu'il faut retenir concernant le pio est qu'il est oxydase et catalase positif. C'est un bacille gram-négatif non fermentaire, d'où la consommation du glucose par voie oxydative et non pas par voie fermentaire. Et enfin, la production par la majorité des souches d'une nitrate réductase et d'une gélatinase. Récapitulons, pour clôturer cette première partie, donc Pseudomonas aeruginosa est un bacille gram-négatif, très mobile, pas du tout exigeant, d'où culture facile sur milieu ordinaire à une température pouvant atteindre les 42 degrés Celsius. C'est très important car ça permet de le différencier des autres pseudomonas difluorescents. La piocyanine, qui est le pigment spécifique d'espèce, peut être révélée par le milieu de culture King A. Et enfin, on va retenir comme principale caractéristique biochimique la production d'une oxydase. Passons maintenant à la seconde partie de notre cours portant sur les résistances naturelles. Toutes ces molécules que vous voyez ici sont concernées par cette résistance. Pour les bêta-lactamines, on retrouve les aminopénicillines ainsi que leur association aux inhibiteurs de bêta-lactamase, les C1G, C2G et même certaines C3G, dont on va citer la céfotaxime, la céfixime, de même pour l'ertapénène. Certains aminosides n'y échappent pas non plus, tels que la canamycine et la néomycine. Et enfin, même la digesicline et l'association triméthoprine sulfamide, qui sont des molécules habituellement très efficaces contre les BGN multirésistants, font partie de cette liste. Derrière cette importante résistance, on retrouve divers mécanismes intriqués, enzymatiques et non enzymatiques. Les 3 enzymes à retenir sont la céphalosporinase de bas niveau, type AMP-C, qui est inductible, non restituée par le clavulanate, l'oxacylinase à spectre restreint, type OXA50, et la PH3'2B, qui est responsable à l'origine de la résistance à la canamycine et à la néomycine. D'une autre part, Pseudomonas aeruginosa est caractérisé par sa faible perméabilité due à un nombre restreint de pores, ainsi que l'expression de 2 systèmes d'efflux actifs, le MEX AB
Emex XY OPRM, retenez ces deux pompes. Par conséquent, la liste standard d'un antibiogramme de Pseudomonas aeruginosa va se résumer à la ticarciline, piperacilline avec et sans inhibiteur, à la ceftazidime qui est dite C3G antipio, à la cefépime qui est une C4G, à l'association céftolozane tazobactam qui est l'antibiothérapie de dernier recours contre le pio multirésistant mais malheureusement non commercialisé en Tunisie, et le monobactam. Pour les aminosides, on va retrouver l'amicacine, la tobramycine et la gentamicine, et enfin pour les fluoroquinolones, la ciprofloxacine. La réalisation de l'antibiogramme selon les dernières recommandations de l'ECAS se fait par la méthode de diffusion en milieu gélosé sur une gélose Muller-Hinton à partir d'un inoculum à 0,5 Macfarland. À noter que les deux molécules qui font l'objet de recommandations spécifiques sont la colistine, dont la sensibilité est déterminée par la mesure de la CMI par microdilution, et la phosphomycine, dont on doit déterminer la CMI par la méthode de diffusion en milieu gélosé. Voilà. Voici un exemple d'antibiogramme d'une souche sauvage de Pseudomonas aeruginosa, pris du CIRSCAN. Comme vous le voyez ici, au niveau de ce petit schéma, on peut apercevoir une image de synergie entre un disque d'imipenem et une céphalosporinase ou la técarciline. C'est en fait l'expression de la céphalosporinase quantitative en C de bas niveau, dont les inducteurs sont l'imipenem et le clavulanate, et les substrats, la ticarciline et les céphalosporines. Une autre caractéristique de l'antibiogramme de Pio qui date de 2020, les diamètres critiques ainsi que les CMI de la majorité des molécules testées ont été déterminés de sorte que les souches sensibles soient automatiquement catégorisées sensibles à forte posologie. Et voici par exemple le résultat d'un antibiogramme tel qu'il est rendu aux cliniciens où la plupart des antibiotiques sont catégorisés I, c'est-à-dire sensibles à forte posologie. Ce qui va nous amener à la dernière et principale partie de notre cours qui va traiter des différents mécanismes de résistance acquises aux antibiotiques. Commençons par les résistances acquises aux bêta-lactamines. Pour faire simple, on va diviser ces mécanismes selon que la souche soit sensible ou résistante à la ceftazidime. Dans le cas où ma souche est sensible à la ceftazidime, 3 mécanismes de résistance peuvent être incriminés. L'acquisition d'une pénicillinase, la surexpression d'un mécanisme d'efflux ou la perte de la porine ou l'altération de la porine des deux. On va démarrer doucement par une souche sensible à l'ensemble des bêta-lactamines, sauf la ticarciline. Quel est le mécanisme de résistance le plus probable? Modification des PLP, surexpression d'un système d'efflux, céphalosporinase naturelle en C, pénicillinase ou perte de porine. Allez-y. Excellent, c'est bien une pénicillinase, plus exactement une pénicillinase de bas niveau. Un petit point sur l'interprétation de l'antibiogramme. En fait, vous avez eu tout à l'heure le cours sur les entérobactéries. Avec les entérobactéries, on fait une interprétation lorsqu'on se retrouve avec un antibiogramme TIC-R, PIP-S, mais dans le cas du bio, du Pseudomonas aeruginosa, on ne fait pas de lecture interprétative pour la piperacilline, on garde la TIC-R et la PIP-S. Donc, chez Pseudomonas,
on peut acquérir comme mécanisme de résistance aux bêta-lactamines une pénicillinase qui peut être de classe A, de bas ou de haut niveau. En fait, pour faire simple, pour faire la différence entre les pénicillinases de bas ou de haut niveau, pour les pénicillinases de haut niveau, on doit avoir une atteinte ou bien de la pipéracilline ou bien de l'association ticarciline-acide clavulanique. Bien sûr, on aura pour ces deux phénotypes en commun la sensibilité à la céfépime, à l'astréonam et au carbapénème. Pour les pénicillinases de bas niveau, on a une restauration de l'activité par la ticarciline, de la ticarciline par le clavulanate, absente chez les souches de pénicillinase de haut niveau. Passons au deuxième QCM. On a une souche de Pseudomonas aeruginosa qui est résistante à la majorité des bêta-lactamines, donc à la ticarciline, acide clavulanique, à la pipéracilline, piptazo et à la C4G, céfépime. Bien sûr, c'est toujours une souche qui est sensible à la ceftazidime et au carbapénème. Quel est le mécanisme de résistance le plus probable? C'est une céphalosporinase déréprimée. C'est la surexpression d'un système des flux. Il s'agit d'une pénicillinase PSE1, d'une oxacillinase à spectre restreint ou d'une imperméabilité. Excellent. La majorité d'entre vous ont répondu D, oxacillinase à spectre restreint. En effet, Pseudomonas aeruginosa peut acquérir une pénicillinase de la classe D, c'est-à-dire une oxacillinase, typiquement une oxacillinase de type 2. Ce que je veux que vous reteniez de ce phénotype est que le phénotype ceftazidime S, céfépime R existe et qu'il faut penser à une oxacillinase. L'efficacité des inhibiteurs des bêta-lactamases est bien sûr moindre par rapport à la classe A. Il s'agit d'une oxacillinase. L'association, par conséquent, TCC et TZP sont résistantes, mais on garde la sensibilité des carbapénèmes et de l'astréonam. Voici maintenant la lecture brute d'un antibiogramme d'une souche de Pseudomonas aeruginosa qui est sensible à toutes les bêta-lactamines, sauf à l'association ticarciline-acide clavulanique. Selon vous, quelle est votre interprétation? Est-ce que ce phénotype est impossible et donc je vais refaire mon antibiogramme? Je vais revérifier l'identification de ma souche? Ou bien je vais rendre TIC-R, TCCR? Ou je garde la lecture brute, c'est-à-dire TIC-S, TCCR, ou vous ne savez pas. Olfa, je pense que votre micro est activé. Olfa Bekra. Excellent. Vous avez tous répondu juste. C'est bien, l'interprétation doit rester telle qu'elle, c'est-à-dire ticarciline S, TCCR. L'explication, elle est toute simple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Pseudomonas aeruginosa exprime de façon constitutive une céphalosporinase de bas niveau en PC, dont les inducteurs sont l'imipenem et le clavulanate, et les substrats, la ticarciline, la pipéracilline et les céphalosporines. Donc, ce qu'on trouve dans cet antibiogramme est tout simplement l'expression de l'induction de la céphalosporinase par l'acide clavulanique. Donc, on garde l'interprétation brute.
Passons au quatrième QCM, à la quatrième souche. Donc, voici un antibiogramme d'une souche de Pseudomonas aeruginosa qui est sensible à toutes les molécules, à toutes les classes d'antibiotiques, sauf à l'imipenem. Selon vous, quel est le mécanisme de résistance le plus probable? Une perte ou altération de la porine, une surexpression du système des flux, la production d'une carbapénémase, la production d'une BLSE ou la modification des PLP. Je vois que Mouni, Haïfa et Boshra ont répondu juste, c'est-à-dire perte ou altération de porine. En effet, le mécanisme de perte ou d'altération de la porine D2, pour faire simple, la porine D2, elle est quasi spécifique de l'imipenem. Sa mutation va induire une altération qualitative ou quantitative, d'où l'altération de la perméabilité. C'est ce qui explique l'augmentation quasi isolée de la CMI de l'imipenem qui peut parfois toucher aussi le doripenem et le méropenem, mais à un moindre degré. Bien évidemment, étant donné que c'est une porine spécifique, la ticarciline, les associations aux inhibiteurs ainsi que la ceftazidine restent sensibles. Cinquième phénotype, cinquième QCM, on a une souche de Pseudomonas aeruginosa qui est résistante à la ticarciline acide clavulanique, à la pipéracilline, au méropenem et une sensibilité diminuée, on va dire, à la lévofloxacine. Quel est le mécanisme de résistance le plus probable? C'est bien la surexpression du système des flux MEX-AB-OPRM. Ce qu'il faut retenir concernant cette pompe est que ces substrats sont la ticarciline et l'acide clavulanique, l'astréonam, le méropenem et les fluoroquinolones. C'est ce qui fait qu'au niveau de l'antibiogramme, on va retrouver une augmentation des CMI de la ticarciline, de la TCC, de la ZT. Elle ne touche jamais l'imipenem et la ceftazidine. Et on va observer une réduction des diamètres d'inhibition de la ciprofloxacine et de la lévofloxacine. Sixième phénotype, une souche de Pseudomonas aeruginosa qui est résistante à l'ensemble des bêta-lactamines, sauf la céphépine, résistante à toutes les fluoroquinolones, lévofloxacine et ciprofloxacine, ainsi qu'à tous les aminosides, amikacine, gentamicine, néthylmycine et tobramycine. Donc, on a l'association d'une C4G, fluoroquinolone et aminoside. Quel est le mécanisme de résistance le plus probable? Est-ce que c'est une perte de porine? Est-ce que c'est la surexpression du système des flux AB-OPRN ou du système des flux MEX-XY-OPRN? C'est la production de l'enzyme APH3'2B ou la modification des PLP.
Bravo, je ne vois que de bonnes réponses. C'est bien la surexpression du système des flux MEX-XY au PRM. En fait, on ne peut pas trouver plus beau que cet antibiogramme. C'est vraiment l'association parfaite des trois principaux substrats de cette pompe, qui sont la céphépime, les aminosides et les fluoroquinolones, ce qui explique l'augmentation des CMI de ces dernières. Ceci est un tableau récapitulatif de l'ensemble des pompes qu'on peut retrouver, des pompes à effluves qu'on peut retrouver chez Pseudomonas aeruginosa. J'ai tenu à vous expliquer seulement le MEX-AB et le MEX-Y car ils sont présents à l'état constitutif et ce sont les deux principaux responsables des mécanismes de résistance par efflux acquis. Sinon, voilà, il y en a une douzaine et ce qu'on peut remarquer en commun pour ces pompes, c'est le substrat des fluoroquinolones qu'on retrouve presque pour toutes les pompes. On va poursuivre avec les résistances acquises aux bêta-lactamines, mais cette fois-ci des souches ceftazidime résistantes. Donc, le même mécanisme que tout à l'heure, je veux que vous ayez le réflexe de toujours regarder la ceftazidime en premier lieu. Dans le cas où la ceftazidime est résistante, on a besoin d'un autre indice, d'une autre molécule. Dans notre cas, ça sera l'imipenem. Si l'imipenem ou les carbapenem sont sensibles, ça sera probablement l'hyperproduction de la céphalosporinase ou l'acquisition d'une bêta-lactamase à spectre étendu, qui est rare. Si l'imipenem, par contre, est résistante, cela peut être dû à l'acquisition d'une carbapénémase ou à l'association de divers mécanismes. Septième phénotype, septième souche, donc une souche de Pseudomonas aeruginosa qui est résistante à la ceftazidime, sensible au carbapénème, résistante à la ticarciline, à l'association aux inhibiteurs, ainsi qu'à la péparacilline et association aux inhibiteurs. Notez que la céphépime est restée sensible. Quel est le mécanisme de résistance le plus probable? Modification de la PLP, surexpression du système des flux MEX-XY-OPRM, production d'une carbapénémase, production d'une bêta-lactamase à spectre étendu ou la production ou l'hyperproduction de la céphalosporinase constitutive. Bravo les amis, c'est bien la réponse E, c'est bien une céphalosporinase hyperproduite. C'est en fait le mécanisme le plus fréquent responsable de résistance au C3G, c'est-à-dire à la ceftazidime. C'est dû à la dérépression partielle ou totale de l'AMP constitutive. En fait, avec Pio, c'est vraiment très difficile de se prononcer quant au phénotype devant lequel on se retrouve. Mais on a quelques indices qui peuvent nous aider. Dans le cas de la dérépression de la céphalosporinase, on retrouve généralement un diamètre au cours de la pipéracilline qui est inférieur à celui autour de la ticarciline, comme vous pouvez le voir sur cet antibiogramme. La ceftazidime peut être sensible à forte posologie ou résistante. Les carbapénèmes sont bien évidemment sensibles et la différence de diamètre entre la céphépime qui reste sensible et la ceftazidime qui est intermédiaire ou résistante est un excellent indicateur. C'est un peu la même chose qu'avec les entérobactéries. Pour confirmer le phénotype hyperproduction de céphalosporinase, il suffit on peut réaliser un antibiogramme imprégné par 500 mg de cloxacilline, 500 à 1000 mg de cloxacilline. Il faut faire attention, il ne faut pas utiliser les géloses du commerce qui comportent que 250 mg et qui sont dédiées pour les entérobactéries. Pour ceux qui ne connaissent pas, la cloxacilline, c'est un excellent inhibiteur des céphalosporinases qui va nous donner une augmentation de diamètre autour des disques, témoignant de la présence de la céphalosporinase, de la surproduction de la céphalosporinase. Bien évidemment, l'acide clavulanique et le sulbactam sont inactifs. Le tazobactam garde une activité très modérée. Huitième phénotype, une souche de Pseudomonas aeruginosa qui est résistante à la ceftazidime, sensible au carbapénème, résistante au C4G, tic, PIP
et association aux inhibiteurs. Quel est le mécanisme le plus probable? Est-ce que c'est une imperméabilité? Est-ce que c'est la surexpression du système des flux? Est-ce que c'est une production d'une carbapénémase ou d'une BLSE? Ou est-ce que c'est une céphalosporinase hyperproduite? Excellent, c'est bien la production d'une bêta-lactamase à spectre étendu qui est un mécanisme très rare chez Pseudomonas aeruginosa. Bien sûr, il va inclure les C3G, les C4G, contrairement aux céphalosporinases, l'astréonam et épargner les carbapénèmes. Étant donné que ce sont des pénicillines, ce sont des mutants de pénicillinase, on va retrouver les classes A et classe D. Pour la classe A, qui est inhibée par l'acide clavulanique, on peut voir une petite synergie avec l'acide clavulanique ou l'imipenem. Je ne sais pas si vous arrivez à l'apercevoir ici entre l'imipenem et l'astréonam. Par contre, pour les BLSE de classe D, elles sont non inhibées par le clavulanate et l'imipenem, sauf pour le phénotype OXA 18. Il n'y a pas de recommandation claire comme pour les entérobactéries pour les tests complémentaires de confirmation du phénotype bêta-lactamase à spectre étendu. Mais ce qu'on peut faire, c'est un antibiogramme sur une gélose MH imprégnée de cloxacilline, au niveau de laquelle on pourrait avoir l'apparaître d'une image de synergie et bien sûr l'absence de la restauration du diamètre de la ceftazidine. Dans ce cas-là, ce serait une céphalosporinase. Et on pourrait aussi utiliser les bandelettes type E-test et comparer les CMI de la ceftazidime seule, puis de la ceftazidime associée au clavulanate. Cette CMI doit diminuer d'au moins 4 dilutions. 9e phénotype, on a une souche de Pseudomonas aeruginosa, je pense que vous l'avez deviné. Elle est résistante à la ceftazidime, elle est résistante au carbapénème. Seul l'astréonam et la céphépine gardent un petit diamètre d'inhibition. Quel est le mécanisme de résistance le plus probable? Est-ce que c'est une céphalosporinase hyperproduite? Est-ce que c'est la production d'une BLSE? Est-ce que c'est la production d'une métallo-bêta-lactamase? Est-ce qu'il s'agirait d'une association de mécanismes? Ou vous ne savez pas et vous préférez compléter par d'autres tests? Je vois qu'un bon nombre d'entre vous ont répondu C et D. Ce sont des réponses acceptables, bien évidemment. Vous avez tout à fait raison. Mais dans ce cas-là, on ne peut vraiment pas se prononcer sur le mécanisme. Comme on le sait tous, Pseudomonas aeruginosa a tendance à associer plusieurs mécanismes. Donc, pour y voir un peu plus clair, il serait préférable de faire des tests complémentaires. Donc, la suite du même QCM, on a décidé de faire un test Roscoe en utilisant les disques de méropenem seuls, de méropenem associé à la cloxacilline afin d'éliminer une éventuelle céphalosporinase, du méropenem associé à l'acide boronique. Je rappelle que l'acide boronique est l'inhibiteur des carbapénémases de classe A, et un disque de méropenem associé à l'acide dipicolinique qui est un inhibiteur des carbapénémases de classe B ou métallo-bêta-lactamase. Le seul disque au cours duquel on voit apparaître un diamètre d'inhibition est le disque associant la méropenem à l'acide dipicolinique. Par conséquent, est-ce qu'on peut se prononcer quant au mécanisme de cette résistance? Excellent. C'est bien la production d'une métallo-bêta-lactamase. En fait, les métallo-bêta-lactamases, c'est-à-dire les
carbapénémases de la classe B de Ambler sont les carbapénémases les plus fréquemment retrouvées chez Pseudomonas aeruginosa. À l'antibiogramme, on va retrouver une résistance à la majorité des bêta-lactamines, y compris les carbapénèmes, sauf l'astréonam. C'est un élément d'orientation fiable. La pipéracilline et l'association pipératazo peuvent apparaître un peu plus sensibles, vous pouvez voir le petit diamètre d'inhibition, que les autres bêta-lactamines. Les tests complémentaires pour confirmer le phénotype de métallobêta-lactamase, on peut faire une recherche de synergie entre un disque de carbapénème ou de C3G et un disque contenant de l'EDTA. On peut rechercher une augmentation du diamètre de plus de 5 mm entre un disque d'imipénème seul et l'association imipénème-EDTA. Et enfin, on peut rechercher une diminution de la concentration minimale inhibitrice de l'imipénème d'un facteur de plus de 4 en présence de DTA grâce aux bandelettes E-test. 10e phénotype, 10e QCM, il s'agit toujours d'un PIO. C'est une souche qui est résistante à la ceftazidime. On regarde toujours la ceftazidime en premier lieu. Puis, on jette un coup d'œil au niveau des carbapénèmes. Ils sont aussi résistants. En fait, c'est une souche qui est résistante à toutes les molécules, au fluoroquinolone, aux aminosides. Seules la céphépine, l'astréonam et la ticarciline sont restées sensibles. Quel est le mécanisme le plus probable? Est-ce que c'est l'association bêta-lactamase à spectre étendu plus un efflux, la surexpression du système d'efflux seul, la production d'une carbapénémase, l'association céphalosporinase en Pc déréprimée plus efflux plus perte de porine, ou une céphalosporinase hyperproduite seule? La réponse juste est bien la réponse D, c'est une association de mécanismes de résistance. C'est en fait ce genre d'antibiogramme qu'on retrouve en pratique quotidienne dans nos laboratoires de microbiologie. En effet, les mécanismes de résistance acquis chez Pseudomonas aeruginosa se présentent habituellement sous forme d'associations qui peuvent conduire à une résistance à toutes les bêta-lactamines, y compris les carbapénèmes, aboutissant à l'émergence de souches qui sont auto-résistantes et qui posent un véritable problème pour le biologiste, car elles peuvent héberger des mécanismes de support plasmistiques responsables d'épidémies hospitalières, comme les bêta-lactamases à spectre étendu et les carbapénémases, d'où la nécessité de les explorer au laboratoire. Et voici le schéma récapitulatif du raisonnement à adapter devant un antibiogramme d'une souche de Pseudomonas aeruginosa ayant acquis une résistance aux bêta-lactamines. On regarde toujours en premier lieu notre ceftazidime. Si elle est sensible, c'est simple, c'est bien une pénie, une surexpression d'un mécanisme d'efflux ou la perte de la porine. Si elle est résistante, par contre, on regarde nos carbapénèmes. S'ils sont sensibles, la céphalosporinase est probablement déréprimée, ou bien c'est rare, mais on peut acquérir une BLSE. Si l'imipénème est résistant, dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué. Ça peut être une carbapénémase, comme ça peut être l'association de nombreux mécanismes. On enchaîne avec les aminosides. Pseudomonas aeruginosa est résistant naturellement à la kanamycine et à la néomycine, ceci par production d'une enzyme chromosomique qui est l'APH3' de B. Les mécanismes de résistance acquises aux aminosides, tout comme pour les bêta-lactamines, sont nombreuses. Elles peuvent être enzymatiques ou non enzymatiques. Les enzymatiques, c'est les transférases. Les non enzymatiques, c'est les mécanismes d'efflux, essentiellement le MEX, XY-OPRM qu'on vient de voir, l'inhibition du transport actif ou la mutation de la cible. Et bien sûr, le mécanisme préféré de Pseudomonas aeruginosa est l'association de tous ces mécanismes de résistance. Ceci est un autre profil, phénotype, d'une souche de Pseudomonas aeruginosa qui est résistante à une C4G et à l'ensemble des aminosides.
Je pense que vous l'avez deviné, c'est bien la surexpression du système des flux MEX-XY au PRM. Concernant les fluoroquinolones, Pseudomonas aeruginosa est naturellement résistant à l'acide nalidique, présente une sensibilité diminuée aux plus anciens fluoroquinolones qui sont la Norflo et l'Oflo. Donc, les molécules à tester sont la lévofloxacine et la ciprofloxacine, étant donné qu'elles sont les deux fluoroquinolones actifs sur Pseudomonas. Les deux principaux, on va dire, mécanismes de résistance sont l'hyperexpression des divers systèmes des flux qu'on a déjà vu tout à l'heure. Vous vous souvenez du tableau où les fluoroquinolones sont les substrats communs à presque toutes les pompes à effluves de Pseudomonas aeruginosa. Le deuxième mécanisme, c'est la diminution de l'affinité de la cible, dont le niveau de résistance va dépendre de la sous-unité concernée. Si on a une altération de la sous-unité GIR-A, on va avoir une résistance de bas niveau. Si on va avoir une altération de la sous-unité par C additive, on va avoir une résistance de haut niveau. Et bien sûr, on peut toujours avoir une association de ces mécanismes. Pour la phosphomycine, je vous rappelle, comme je l'ai dit au tout début de cette section, la méthode de référence pour déterminer la CMI de la phosphomycine et la dilution en milieu gélosé uniquement. C'est une nouvelle recommandation qui date de 2021. Les résistances acquises à la phosphomycine sont fréquentes. Elles sont dues à des mutations chromosomiques affectant des mécanismes de transport actifs, d'où la nécessité de toujours traiter en association, jamais de monothérapie. Enfin, pour les polymyxines, la colistine, comme on l'a déjà précisé, l'unique méthode de référence est la microdilution en milieu liquide. Pseudomonas aeruginosa est vraiment rarement résistant à la colistine. Cette résistance concerne essentiellement les sujets atteints de mucoviscidose. Les mécanismes responsables de cette résistance sont la modification du lipide A du lipopolysaccharide, la diminution des charges négatives de la membrane externe ou la baisse des interactions avec la membrane externe. L'émergence de souches résistantes à la colistine est la conséquence directe de l'augmentation du nombre de souches de Pseudomonas aeruginosa multirésistantes et autorésistantes, d'où l'importance de la prescription judicieuse des antibiotiques. En conclusion, l'ensemble des résistances naturelles et acquises qu'on retrouve chez Pseudomonas aeruginosa et qui affectent de nombreux antibiotiques limitent le nombre de thérapeutiques efficaces. Plusieurs mécanismes de résistance peuvent être exprimés dans une même souche, pouvant conduire à un piot autorésistant pour lesquels seule la colistine reste efficace. L'émergence et la diffusion de bêta-lactamase à spectre étendu et de carbapénémase est un phénomène inquiétant auquel le biologiste doit être sensibilisé. La prévention est par conséquent primordiale par l'application de mesures d'hygiène hospitalière et la prescription judicieuse des antibiotiques afin de limiter la sélection de mutants résistants. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a été un peu clair. Désolée pour le problème technique au début. Et voilà, j'ai terminé.